Bon, on a la chance d'être dans des fauteuils super confortables, c'est génial. Mais on ne va pas s'endormir, vous inquiétez pas, parce qu'on va aborder un sujet vraiment très important qui est vers un numérique plus responsable. Je pense que ça vous concerne tous, ça nous concerne tous d'ailleurs. Il va falloir que je fasse mon petit examen perso à la fin, très clairement. D'abord, en quelques mots, quand même, présenter Bella. Donc, Bella Lotto-Hiffler, et donc tu es diplômée de Paris-Dauphine, comme moi d'ailleurs, et tu es également de l'université d'Aix-Marseille, et tu es formatrice en numérique responsable et fondatrice de l'association Point de Mire et de la Maison d'informatique responsable, dont l'objectif, vous l'avez compris, est de sensibiliser à l'impact environnemental du numérique. Et bien là, tu es également associée de la société Mire Conseil et Formation, donc, dont le nom indique bien ce que tu fais. Et tu as publié plusieurs ouvrages, dont Le son sur le web ou Les éco-gestes informatiques au quotidien, publié par l'ADEME, dont, si j'ai bien compris, une édition augmentée paraît très bientôt. Dans 4 semaines. Waouh, génial. Voilà, et tu participes aussi à de nombreux groupes de travail sur la question du numérique responsable. Voilà. Donc, pour commencer, j'avais envie de poser la question à Bella de quel a été le déclic pour s'orienter vers cette activité du numérique responsable. Alors, j'ai eu 2 déclics, mais j'ai envie de... Est-ce que j'ai le droit de dire un truc juste avant de répondre à la question? Ok. J'ai ce petit truc là, vous voyez, c'est un smartphone qui date de 9 ans et demi, dont je n'ai pas changé la batterie, je vous le dis parce que c'est assez exceptionnel. 9 ans et demi, ce qui veut dire que ça peut durer, c'est juste pour vous dire au passage. Et je vous invite, quand je fais une conférence, que je participe à des tables rondes, même si c'est peut-être hors contexte, mais ça m'est totalement égal, je vous invite à tout simplement le mettre de côté et le donner à quelqu'un d'autre, donc c'est ce que je vais commencer à faire. Voilà. Alors, je n'aurais pas donné de coup de fil tout en étant dans une table ronde, mais je vous invite à ne pas regarder votre écran, parce que comme on va parler finalement de numérique plus responsable, de sobriété, de frugalité, je trouve que c'est plutôt pas mal de ne pas avoir le nez sur les écrans. Après, j'imagine que vous avez votre job, des trucs à faire, des tweets des choses à poster, mais peut-être que ça peut attendre 1 heure finalement, je ne sais pas. C'est de la provocation, ne m'en veuillez pas, je vais peut-être en faire un peu de temps en temps, mais c'est pas grave, j'espère. Pour répondre à la question de Sonia, j'ai eu 2 déclics pour ma part. Peut-être que c'est le cas de personnes d'entre vous. Le premier, c'était d'avoir entendu un chiffre, comme on dit, qui m'a très étonnée à l'époque. C'était en 2007. Le premier chiffre qui venait du cabinet Gartner, donc du cabinet bien connu, et qui indiquait, alors j'étais pas du tout dans la question d'un numérique plus responsable, j'étais dans un numérique pur et dur, pur sucre, j'ai envie de dire, c'est-à-dire irresponsable, clairement, comme dans tout autre secteur d'ailleurs de notre société. Et j'ai entendu dire que, alors, ce qui avait été publié, c'était 2% d'émissions de gaz à effet de serre venaient du numérique. Alors là, pour moi, ça a été un grand boom, ça a été quelque chose de très dur à supporter. J'étais à l'époque ingénieur du son, et j'avais énormément de matériel, et j'étais très geek, entre guillemets, à ma façon. J'aimais le matériel, j'aimais le numérique, j'aimais tout ça. Donc ça m'a fait un truc, mais j'ai pas réagi sur le moment. Je me suis dit, bon, ouais, d'accord, et alors? Mais en fait, ça a fait son petit chemin depuis. Et puis j'ai eu un autre... Mais alors là, ça a été quelque chose de très fort, à tel point que le lendemain, j'étais une autre personne. C'était quand j'ai vu un documentaire qui s'appelait « Internet, la pollution cachée », et là, ça a été le début de la fin, ou le début de ma nouvelle vie, à savoir que c'est là que j'ai compris que le numérique n'était pas immatériel au sens où on l'entendait, même si on le sait, mais c'est pas mal de se le redire, et qu'on me montrait pour une fois de manière très intelligente, très nuancée, la matérialité de ce numérique-là. Et du coup, dès le lendemain, j'ai eu envie de faire autrement. Voilà. Donc ça a été quelque chose de très important dans ma vie. Puis un troisième petit déclic qui a prolongé cette prise de conscience, c'était la lecture du livre de Philippe Biwix, L'âge des low-tech, que vous connaissez certainement, qui est un spécialiste de la finitude des métaux, et qui a complètement changé ma vision du monde, ma vision du monde technologique. Voilà. Sachant que c'est un outil, ce sont des outils que j'apprécie beaucoup, que j'utilise pendant toute ma vie quotidienne, mais qui sont
ma vision a complètement changé et on va voir pourquoi, du coup. Ok, merci beaucoup. Je pense que ce genre d'expérience perso permet à chacun de se situer. Alors, on entend beaucoup parler de pollution numérique, de pollution digitale, mais en fait, qu'est-ce que c'est ? De quoi on parle ? Alors, le terme de pollution digitale, pollution numérique, alors moi, personnellement, par exemple, je dis jamais digital. Pourquoi ? Parce que je suis musicienne à la base et que digital, pour moi, c'est des percussions. C'est tout simple, c'est les doigts. Donc, pour moi, cet anglicisme bizarre m'a toujours gênée. Après, je sais que c'est un terme utilisé, donc il n'y a aucun souci. Mais c'est vrai que du coup, on entend parler de pollution digitale, pollution numérique. C'est relativement récent, cette terminologie. Ce qui est moins récent, c'est la notion de green IT, puisqu'on n'utilisait que la partie, entre guillemets, verte. Alors qu'actuellement, quand on parle de numérique responsable, on englobe plus, et notamment, on rejoint les 3 piliers du développement durable, à savoir la partie sociale aussi qu'on insère, qu'on intègre, y compris notamment l'accessibilité numérique et autres. Voilà. Alors, moi j'ai une position un peu, pas pénible, mais je suis hyper critique, vous le verrez tout de suite, mais je me pose des questions sur toutes les terminologies qu'on nous demande d'utiliser, ou en tout cas qu'on nous propose, et notamment numérique propre, numérique vert, pour moi, ça ne peut pas fonctionner. Ça ne marche pas. Donc Green IT, ça ne marche pas non plus. Numérique responsable, ça ne marche pas non plus. Pourquoi ? Parce que c'est un oxymore. Par définition, le numérique ne peut pas être responsable. Il peut, en revanche, être plus responsable. Donc nous, dans notre association et notre société, que Sonia a citée, on propose cette terminologie de numérique plus responsable. Premièrement, c'est presque un peu plus doux à entendre. Ça n'enlève pas le fait qu'au contraire, c'est beaucoup plus conscient. Ça implique une conscience beaucoup plus profonde de la question. Ça évite de faire du greenwashing, ça évite de dire n'importe quoi, et ça permet d'avoir une tendance vers quelque chose de mieux. Donc moi, il me semble que c'est préférable. Après, c'est une proposition. Nous, on a décidé d'utiliser cette terminologie. Après, c'est à vous de voir. En tout cas, tout ce qui est vert, tout ce qui est propre, la voiture propre, le numérique vert, le numérique propre, tout ça, je trouve que ce n'est pas correct pour être clair. Et puis, alors, nous, on propose effectivement, on en a parlé à Sonia la dernière fois quand on s'est rencontrés, on propose aussi, je ne sais pas s'il y a des musiciens dans la salle ou des ex-musiciens. Moi, ça m'a bien plu. Voilà, donc on propose cette... je me suis souvenu du clavier bien tempéré de Bach, que j'ai joué en partie à l'époque. Et donc, je propose en fait un numérique bien tempéré. Je trouve que ça serait assez joli. Et ça fait un petit peu moins dur que sobriété, que buvez ou consommez avec modération, tout ça. Moi, j'aime pas trop être privé, même si j'ai conscience qu'il faut faire moins. Je préfère qu'on me responsabilise à fond, philosophiquement, je trouve ça intéressant. Voilà. Okay. Donc la terminologie, après, Tech for Good, Green IT, Green by IT, etc., Green Tech, tout ça, on peut en discuter pendant longtemps. Ça, je ne vais pas aller au-delà de la discussion pour l'instant. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous expliquer la nature des différents impacts du numérique ? Sur quoi est-ce que ça a de l'impact ? Alors, je vais commencer par quelque chose qui m'inquiète un petit peu, de plus en plus, en fait. C'est cette notion de CO2. En fait, on parle souvent de carbone, d'impact carbone. Bon, grosso modo, c'est pour aller vite, on est d'accord. Sauf qu'on garde vraiment cette notion de carbone qui est quand même la vie avant tout. Ce qui nous gêne, c'est le dioxyde de carbone. C'est quand même vachement différent. Donc, le carbone, c'est une erreur de parler d'impact carbone, même si c'est les terminologies aussi utilisées. Mais au-delà de ça, ce qui m'inquiète souvent dans le numérique, puisque c'est ma partie, c'est qu'on parle très souvent, enfin la star du top 10, hein, du top 50, c'est l'équivalent CO2. Donc voilà, on va dire pollution, dérèglement climatique, équivalent CO2. Très bien, c'est un des indicateurs, on est bien d'accord, mais il y en a d'autres, il y en a de nombreux. Et il ne faut pas oublier que pour avoir du numérique, on a besoin d'un certain nombre de choses. Je vais vous les lister après, en tout cas 4 fondamentaux, dont l'équivalent CO2 qui contribue hélas au dérèglement climatique. Mais on va avoir un problème de ressources naturelles, non renouvelables. Hein. Tout ce qu'on va faire en digital, en numérique, ça va reposer sur une infrastructure lourde, physique. Il n'y a pas plus matériel que l'immatériel dont on nous parle. C'est le paradoxe qui rend difficile parfois l'appréhension du sujet. Ça, ensuite, et puis les ressources, oui, tout à fait. Les métaux rares. Absolument. Parmi ces ressources non renouvelables, effectivement, on va avoir la problématique des métaux
Alors, ceux qui sont pas rares, et puis ceux qui sont rares, et puis les terres rares qui font partie de métaux rares. Donc ça, on va avoir un problème de criticité, de ressources et de finitude. Ensuite, on va avoir des problèmes de pollution, pour reprendre le terme de pollution numérique. On va avoir la pollution de l'air, des sols, de l'eau. Tout ça, notamment au niveau de l'extraction. L'extraction minière, vous savez que c'est une industrie, une des plus polluantes qui soit. Donc c'est là qu'on va vraiment impacter au sens strict la nature. Typiquement, il y a 10 ans, quand on avait des data centers en Caroline du Nord, notamment parmi les GAFAM, on avait besoin d'énormément de charbon pour alimenter ces data centers. Et pour alimenter au charbon, quand on manquait de charbon, il fallait exploser des montagnes, faire des mines à ciel ouvert. Donc ça veut dire qu'au niveau de la région des Appalaches, par exemple, pour être très concrète, on a pu exterminer, ou en tout cas on a, on a décapité la bagatelle de 500 petites montagnes. Alors c'est pas des immenses trucs, mais 500 sommets de montagne pour pouvoir récupérer le charbon dont on avait besoin pour alimenter nos data centers qui eux-mêmes alimentent nos devices divers et variés. Et là, impact direct, impact sur l'eau, parce que c'est un endroit où il y a beaucoup de rivières, impact sur l'eau, donc on déverse les saloperies dans les rivières, et du coup, les poissons, ils ont du mal à vivre dans ce cadre-là. Bon, c'est un tout petit exemple de pollution des sols notamment. La perte de la biodiversité, on en parle extrêmement peu, et on a tort. Et puis ensuite, on a évidemment la problématique de la consommation d'énergie, notamment quand on nous dit, par exemple, la 5G, ça va être super. Ok, ça va être très bien au niveau énergétique, dans le sens unitaire, mais pas en valeur absolue. On va avoir une explosion des objets connectés qui va être relative à ça. Donc ça pose pas mal de problèmes aussi au niveau de la consommation énergétique globale, et là d'énergie primaire, parce que tout dépend comment est fabriquée cette énergie. Et puis les substances toxiques qui vont avec la pollution des sols, etc., tout ce qui est déchets. La fin de vie est un vrai sujet. La fin de vie du numérique est un vrai sujet. On va le voir dans le cadre on peut passer à des analyses de cycle de vie. Donc là, je vais passer, alors c'est pas mon grand drame, pas du tout, mais simplement je vais passer outre juste la slide précédente, s'il vous plaît, juste pour vous dire que je skip ça, alors que c'est fondamental, on est d'accord. Mais c'est pas mon sujet d'expertise, donc je vais pas être bonne sur ce sujet-là, même si ça m'intéresse évidemment beaucoup, et je m'y intéresse de près, mais voilà, je peux pas vous en parler correctement. Simplement, il faut avoir ça en tête, au-delà même du discours que je peux avoir après. Et sur la slide suivante, vous avez effectivement ce qu'on appelle le cycle de vie classique, et qu'on va simplifier dans la slide encore suivante, en 3 étapes. En numérique, ce qui nous intéresse, c'est les 3. C'est pas tant le transport, même si ça vient dans les 4 coins du monde, c'est pas tellement le transport qui va être impactant, c'est surtout les 3 étapes que j'ai sélectionnées ici. L'extraction, fabrication, l'usage et la fin de vie. Alors il se trouve qu'il y a 2 étapes dans le lot là, qui sont, alors que j'aurais dû mettre en rouge quelque part, on pourra changer la couleur la prochaine fois, okay. Parce qu'il y en a une qui va poser un certain nombre de problèmes, notamment, c'est laquelle d'après vous qui pose le plus de problèmes? La première étape, la deuxième ou la troisième? Juste comme ça, au feeling. La troisième, c'est quasi unanime. Voilà, je vais plutôt garder cette réponse parce que c'est la première étape qui va impacter lourdement l'ensemble de nos usages, etc. C'est que l'étape extraction-fabrication, en fait, on va avoir une dette environnementale d'équivalent de 80% à peu près du reste. C'est-à-dire qu'en fait, 2/3 à 3/4 des impacts ont lieu au niveau de la première étape, l'extraction-fabrication. Donc on est bien embêté parce que du coup, ça veut dire qu'il va falloir faire super gaffe à l'usage. Et là, nous, on est là pour ça, c'est-à-dire qu'on travaille éventuellement dans le numérique. Donc forcément, on propose des usages de services numériques. Et puis la fin de vie, là où vous avez raison, ceux qui ont levé les 3 doigts, c'est que c'est une étape très impactante, moins que la première, mais qui est très peu mesurée. Donc effectivement, elle risque peut-être de dépasser un jour la première, on verra bien. Mais pourquoi elle est très peu mesurée? Parce qu'elle échappe en grande partie aux acteurs, malgré le fait qu'on ait un cadre réglementaire très... pas si strict que ça, mais en tout cas bien fait en France grâce à l'Europe. Donc on a beaucoup d'exportations illégales, 70% de nos appareils européens et dans le monde entier, enfin tous les pays dits riches, exportent à 70%
de manière illégale vers des pays comme le Ghana, le Nigeria. Donc vous avez peut-être entendu parler des lieux-dits comme Abogbloshi, on va voir des photos juste après. Donc là, vous avez l'étape extraction-fabrication. Alors là, d'habitude, je fais un peu plus hard, mais là, je me suis dit qu'après le déjeuner, peut-être que... Mais voilà, vous avez la partie minière hein, sur votre gauche, là. Donc là, c'est principalement la RDC, mais j'aurais pu mettre d'autres pays. Hein. Mais la RDC, donc la République démocratique du Congo, qui va principalement s'occuper, par exemple, du cobalt, du tantal, etc. Et puis, mais bien d'autres choses, évidemment, dans des conditions très artisanales. Donc là, vous voyez, par exemple, ce que l'on voit à droite en bas, là, c'est un monsieur qui rentre dans un boyau. C'est tout juste si on peut rentrer, c'est tout juste si on peut ressortir. C'est des mines très artisanales, très peu mécanisées, très peu industrialisées. Très dangereuse, probablement. Et très dangereuse, puisqu'on peut y rester. Et puis, ça alimente les guérillas. C'est pour ça qu'on parle de minerais de sang, notamment. Oui, il y en a une qui s'est effondrée, exactement, il n'y a pas très longtemps. Et ça ne sera pas la dernière, malheureusement. Voilà. C'est très peu sécurisé, etc. Voilà. Et puis, alors, la deuxième partie du tableau là, que vous avez, c'est effectivement... alors, j'ai le regret de dire qu'effectivement, bienvenue dans le monde de l'esclavage. Hein, parce qu'en fait, notre numérique, malheureusement, est vraiment un résultat d'un travail d'esclavagiste. Vraiment. Les travailleurs de chez Foxconn, pour ne pas le nommer, mais c'est un des plus connus, hein, qui s'occupe de la chaîne des iPhones et du Samsung Galaxy et autres, mais spécifiquement des iPhones, c'est quand même des conditions de travail totalement inacceptables, indécentes. Enfin, là, je vous la fais courte, hein, mais voilà. Donc, c'est problématique. Moi, j'ai du mal à assumer ce type de fabrication, parce que j'aimerais bien utiliser les appareils, mais pas avoir la sensation que j'ai exploité quelqu'un pour avoir quelque chose dans les mains. Voilà. On peut se poser la question pour plein d'autres choses dans les secteurs d'activité, on est bien d'accord. Mais le numérique a ça de particulier, c'est qu'effectivement, il n'y a pas une seule étape qui soit vraiment très correcte. Voilà. Si on regarde l'étape suivante de l'usage. Alors, l'usage, c'est vrai que quand on est producteur, ou en tout cas quand on fait des services numériques et autres, évidemment qu'on n'a pas forcément tout ça en tête, et c'est normal, on ne va pas non plus être dans l'angoisse en permanence chaque fois qu'on fait quelque chose. C'est bien d'être conscient de ça, mais par contre, ce qui est important, en tout cas au niveau du récepteur, c'est-à-dire du citoyen ou du collaborateur dans une entreprise, c'est toujours de se demander de quoi ai-je besoin. Donc j'ai mis ce petit schéma que je trouve très sympathique de Dave Akans, là, qui est un site super, je vous conseille d'aller le voir. C'est un Hollandais qui a plein d'idées, très sympa. Et lui, tout simplement, c'était l'occasion de parler et de dire quels sont mes besoins, de quoi ai-je besoin. Moi, je sais, par exemple, quand j'ai fait cette petite blague avec mon téléphone, là, je sais que j'ai pris le parti, enfin, que je sens profondément en moi que je n'ai pas besoin de smartphone, si ce n'est pour téléphoner, envoyer des SMS. Ça fait vraiment has-been, hein. Ça m'est totalement égal. Voilà. Mais j'ai fait un choix. Alors, c'est pas forcément l'idéal, le meilleur, tout ce que vous voulez, mais j'ai fait un vrai choix. Et en fait, je peux vous dire que je suis super bien parce que je me sens libre la plupart du temps. Quand je suis en mobilité, personne ne m'embête. Voilà. Donc, en fait, tout simplement pour dire que chacun a ses choix et c'est respectable, mais interrogeons-nous systématiquement sur nos besoins. De quoi ai-je besoin ? Est-ce que c'est nouveau, donc j'en ai besoin ? Pas forcément. Voilà. Alors, sur la troisième partie, la fin de vie, c'est là où, moi, quand j'ai rencontré Béla, c'était un séminaire, un webinaire, puisque tout se fait en web à distance maintenant, et c'était l'image de gauche. Voilà. Oui, ouais. Les chèvres faméliques, on ne sait même pas d'ailleurs, j'ai demandé à Béla, c'est des chèvres ou des moutons ? On ne sait même pas, parce qu'elles sont tellement maigres et qu'elles vivent dans cette poubelle. Compte tenu de leur état, tu as tout à fait raison, compte tenu de leur état, on peut imaginer que c'est n'importe quel animal. En fait, c'est le lieu-dit Abogbloshi, au Ghana, à côté d'Accra, et qui est en fait, pour vous impressionner un peu plus encore peut-être, avant et après. Avant, c'était le plus bel endroit de rendez-vous des oiseaux migrateurs au monde. Donc il y avait beaucoup d'amour, entre guillemets. Hein, voilà. Ils allaient se rejoindre et pof, après ils allaient faire leur truc. C'était magnifique. Et c'est devenu, curieusement, par les faits, hein, c'est devenu la plus grande poubelle électronique au monde. Alors le contraste, il est saisissant.
Et alors, moi, j'aime bien parce que du coup, ça pousse un peu la chansonnette. C'est pas tout à fait ça. Mais disons que ça montre vraiment quel drame, déjà, localement, on peut vivre. Et puis, surtout, donc, il y a 6000, grosso modo, il y a 6000 personnes qui travaillent dans ce lieu-dit. Alors, principalement des jeunes garçons. Pourquoi ? Parce qu'ils sont hyper costauds. On en voit un, là, à droite, qui a une vingtaine d'années à peu près. Qui fait principalement de ce qu'ils font d'ailleurs à 70% du temps, c'est qu'ils vont brûler des câbles. Alors on en voit évidemment, ils démantèlent tout ce que vous voulez et tous les appareils qu'on exporte illégalement, mais par contre principalement leur activité c'est de brûler des câbles. Et pourquoi j'insiste là-dessus ? C'est que c'est ça qui est le plus mauvais pour la santé, vous l'imaginez bien. Donc ils ont toutes les maladies du type dermatologique évidemment, pulmonaire et tout ce que vous voulez bien sûr. Et eux, ils ont, alors contrairement à nous, bon sauf nous, l'exception parce qu'on n'a pas de masque, donc moi j'étais ravie de voir qu'on pouvait ne pas en avoir, mais eux ils n'en ont pas non plus. Et moi ça m'intéresse de le dire aussi, c'est que nous on a des masques pour un truc, bon c'est pas facile, je suis d'accord, moi aussi je les porte comme vous, mais eux ils en ont pas, et ils font autre chose de beaucoup plus pénible. Alors ça m'interroge moi de faire ces petits parallèles. Bon. Voilà. Et sinon, à Bogblochy, vous avez un magnifique film si vous voulez aller plus loin. Alors magnifique entre guillemets évidemment, mais paradoxalement magnifique, qui s'appelle Welcome to Sodom et qui a été le lieu-dit a été appelé comme ça par les habitants eux-mêmes et qui gère la fin de vie d'une grande partie de nos devices. Voilà, donc le truc que j'ai confié à monsieur, il va peut-être se retrouver, sauf si je participe à la collecte correctement. C'est un des objets de notre sensibilisation à nous, c'est de dire ne le laisse pas dans le tiroir, ne le jette pas là, mais va plutôt là-bas. Voilà. On explique pourquoi. Première petite action qu'on peut tous faire. Est-ce que Bella, tu peux nous dire un peu, nous donner quelques chiffres, nous dire combien est-ce qu'on pollue ? Oui, alors je vais aller très vite parce que peut-être qu'après ça sera idéal d'avoir des questions et tout. Donc comme je suis un peu longue parfois, il faut me couper la parole. Ok. Je reviens juste sur les indicateurs environnementaux qui sont vraiment importants. Donc vous avez dit tout à l'heure équivalent CO2. Bon, tout le monde est au courant, tout le monde est d'accord. Mais ce qu'on oublie souvent, c'est les fameuses ressources abiotiques qui sont exprimées en équivalent antimoine, le fameux SB. Petite révision de la table de Mendeleïev dans votre tête peut-être. Le bilan énergétique primaire, comment est formée l'énergie, de quoi on a besoin, de combien on a besoin, donc 1 kWh. Et ce qu'on oublie, c'est la tension sur l'eau douce, sachant que l'humanité est quand même en stress hydrique dans beaucoup d'endroits. Donc c'est très important de savoir que le numérique consomme beaucoup d'eau, et en particulier, on va peut-être le voir sur une comparaison que j'ai faite sur une des slides, je ne me souviens plus, c'est que la France en particulier, oui, elle a besoin de beaucoup d'eau puisqu'on est alimenté essentiellement en nucléaire, comme vous le savez. Donc là, les ordres de grandeur mondialement, ça c'est mondial, vous inquiétez pas, c'est pas 4%, alors un peu plus de 4% d'énergie primaire. Alors primaire, c'est vraiment comment on a fabriqué l'électricité. Je vous le rappelle parce que du coup, si on utilise de l'hydraulique ou du photovoltaïque, ça va pas être le même impact que si on utilise du nucléaire ou si on utilise du charbon. Je le rappelle juste comme ça, mais j'imagine que vous êtes OK là-dessus. Les émissions de gaz à effet de serre, grosso modo, c'est 4%. Il y a des études qui disent 3,8, d'autres qui disent 4,2. On va couper la poire en deux, mais 3,8, 4, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si vous vous souvenez du chiffre que j'ai indiqué au tout début, Sonia, tu te rappelles qu'on avait discuté, on était à 2, le cabinet Kartner en 2007, et du coup, on s'aperçoit qu'on est 2 fois plus qu'en 2007, et puis surtout, que c'est beaucoup plus que l'aviation civile. Donc vous voyez que quand on fait un truc sur comment ça s'appelle, le plane bashing, ou comment on appelle ça, l'aviation shaming, là, vous voyez ce que je veux dire ? Enfin, moi je ne retrouve plus le mot. Voilà. On pourrait se poser la question, puis on s'imagine, par exemple, est-ce qu'il faut faire une taxe carbone, entre guillemets, pour l'aviation, etc. etc. On peut peut-être se poser la question, est-ce qu'il faudrait peut-être une taxe carbone par rapport au numérique ? Et ça serait la même logique, en tout cas. C'est tout. Je ne suis pas spécialement pour ou contre, mais on peut avoir la même logique. Et la consommation d'eau, alors ça paraît très peu, 0,2% mondialement, mais c'est énorme, c'est beaucoup. Et si on fait, sur la slide suivante, oui. Voilà, alors vous verrez pas les sources, mais alors il y a eu 2 rapports, un mondial et un France, des mêmes auteurs, du cabinet greenIT.fr, donc qui est vraiment un des must en termes de rapports et de production de données fiables sur ces sujets-là. Et on voit par exemple à la France qui est sur la droite, elle est très mauvaise élève
par rapport aux impacts mondiaux. On a plus de gaz à effet de serre, alors qu'on est décarboné sur plein de trucs, enfin soi-disant décarboné sur plein de secteurs. Là, on est plus impactant au niveau du numérique, au niveau des équivalents CO2. On utilise plus d'énergie primaire. Et regardez la différence avec l'eau. C'est pour ça que j'insiste beaucoup sur l'eau en France. Nucléaire oblige, on a besoin de plus d'eau que d'autres choses. Et puis après, les ressources abiotiques, c'est pas des pourcentages, c'est pas, voilà. On a du mal à calculer ces trucs-là, mais c'est en tonnes, évidemment. Donc c'est très difficilement comparable, là, pour le coup. Mais en tout cas, il ne faut pas les oublier parce que c'est important. Ce qui est important aussi, c'est de se dire que l'ensemble de nos données s'est multiplié, et on est un peu en explosion en vol. Hein. On a tendance à dire aussi que les données mondiales doublent tous les 2 ans. Alors c'est assez facile à retenir, du coup, et c'est assez problématique parce que, du coup, on va en zeta-octets, on est à 140 annuels, donc c'est assez important. Et la 5G, le lapsus oblige, mais la 5G ne va pas forcément résoudre notre affaire, puisque ça risque peut-être de faire un effet dit rebond, c'est-à-dire à favoriser encore plus et le renouvellement de nos parcs de smartphones, par exemple. Si on se précipite tous là-dessus, on va être embêtés. Et puis tout simplement le boom des objets connectés qui va générer de plus en plus d'octets. Alors Béla, est-ce que tu... Ah oui, ça c'est important aussi. Mais est-ce que tu peux nous dire, du coup, qu'est-ce qu'on peut faire et quelles seraient les grandes actions à mettre en place ? Alors c'est vrai que quand on entend des choses comme ça, c'est un peu plombant, je suis d'accord. Mais non, en fait, ça ne devrait pas l'être, parce qu'on devrait être très, très émoustillé et très piqué au vif en disant, non, en fait, oui, d'accord, on vient voir tout ça, mais on a peut-être envie de réagir. Moi, c'est ma façon de faire, en fait, quand je suis totalement désespérée. Alors, j'ai un petit creux, là, c'est clair, j'ai un gros creux, puis après, c'est un peu comme on touche le fond de la piscine, quoi, puis après, on remonte d'un coup, et pof. Donc voilà, moi, c'est un peu ce qui s'est passé, et c'est ce que j'ai envie de continuer à faire, c'est-à-dire qu'on peut diminuer l'impact environnemental de nos usages, etc., etc. Alors, la première chose à faire, si vous voulez bien me montrer la slide suivante, oui. Avant, j'ai encore un truc à plomber. Ça vous va ? Encore un petit peu là pour la route. De retoucher le fond de la piscine. Voilà. Donc on l'avait pas complètement touché, mais enfin ça c'est peut-être un ordre de grandeur que vous avez déjà vu passer, parce que alors vous avez vu le choix de la police de caractère. Hein. C'est très soigné. Si vous avez vu le film Scream, en fait 80% de la bande passante, effectivement, ce sont nos usages vidéo. C'est assez impressionnant, parce que ça veut dire que les 20% qui restent, c'est tout le reste. Alors, les usages vidéo, quels qu'ils soient, hein, après 60% de cette bande passante, ou en tout cas de ce flux mondial, ça va être surtout tout ce qui est via les plateformes bien connues, Netflix, OCS et compagnie, quoi. Toutes ces choses-là. YouTube, bien sûr, enfin voilà. Donc ça, c'est important, parce que ça veut dire que le trio, le tiercé plutôt, le tiercé, après on en viendra aux petites solutions, mais le tiercé perdant, je vous le donne en 1000, ça serait, quelle est l'action la plus impactante de notre quotidien ? Avec quoi et comment ? Quelle est l'action quotidienne que l'on peut avoir, qui est très précisément liée à cette slide-là, bien sûr, qui est la plus impactante en termes environnemental ? Et puis peut-être mentalement après, d'ailleurs, mais bon. Si vous voulez, je vous le dis. Hein. Des réactions ? Dites-moi. Bon, alors le tiercé, peut-être que vous l'avez sous la main ou sous le masque, hein, donc c'est difficile, c'est vrai, de s'imposer dans ces conditions-là. Et puis je vois juste les regards, mais je vois pas le reste, et ça manque. Mais voilà, le tiercé perdant, c'est j'ai mon smartphone, je reste en 4G et je stream. Ouais, voilà, ça c'est la totale. Donc, il y a des choses qui peuvent être faites, et là, on peut peut-être faire une transition. Oui, la 4G, 20 fois plus d'énergie que la DSL, c'est vraiment terrible. Ce qu'on peut faire, c'est éviter la 4G quand on peut. Si on en a besoin, on l'utilise, mais sinon, voilà. Et au lieu, par exemple, d'aller streamer dans le TGV un film parce qu'on a envie de se détendre, et on a bien raison de vouloir se détendre, à ce moment-là, on peut prendre le soin, peut-être, si on en a la possibilité, de télécharger le film avant et ensuite de se le faire dans le TGV. Mais moi, je vous propose une troisième solution, c'est de regarder le paysage dans le TGV et de faire la sieste, parce qu'on a besoin de se reposer et on a besoin de couper. Mais ça, c'est juste, voilà, c'est juste perso.
Oui, alors les Amish, super, je suis ravie que vous disiez ça, parce que moi j'ai un truc à dire sur les Amish que j'ai appris à Dauphine. Vraiment, merci infiniment. Ça me permet de rebondir sur le truc qui m'a profondément... J'ai envie de dire... Ça m'a profondément blessée, en fait, d'entendre des trucs comme ça. Je comprends ce qu'il a voulu dire, mais c'était extrêmement maladroit de mon point de vue. Après, chacun a son point de vue. Mais moi, j'ai appris un truc sur les Amish. Alors, ça m'a fait bingo. Je me suis dit, mais en fait, il y a 5 ans, on m'a parlé d'un truc sur eux. Je ne les connais pas spécifiquement. Mais une de mes profs à Dauphine nous a dit qu'en 98, il y avait eu un coup de froid au nord de New York. Un truc un peu glacial, je ne sais pas quoi. Enfin bref. Je ne sais plus quel degré, etc. Et au nord de New York, il y a une communauté de centaines de milliers d'Amish, apparemment. Voilà. Et comment ont-ils beaucoup plus... alors là, pour le coup, en termes de résilience, c'est parfait, puisqu'on parle de résilience pour n'importe quoi, mais là, c'est une vraie. C'est que les Amish ont eu beaucoup plus de facilité à lutter contre ce grand froid de 1998. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient une connaissance exceptionnelle des animaux, et qui sont allés se réfugier dans les étables et dans leurs trucs. Alors je ne dis pas qu'il faut tout savoir des animaux, des étables et devenir Amish, ce n'est pas du tout l'objet de ma remarque, mais il ne savait pas qu'il allait peut-être avoir des petites remarques comme ça. Mais voilà, donc c'est important de ne pas dire n'importe quoi, je pense, mais ça on est tous certainement d'accord. Et moi ça m'a profondément blessée en fait, j'ai trouvé ça hyper raciste carrément, et que je ne me permettrai pas de parler d'une communauté en particulier, même s'il y a des choses peut-être chez les Amish qui ne me plaisent pas, mais ce n'est pas le sujet. Voilà. Petite parenthèse, mais vous m'avez poussé, monsieur. C'est très bien, j'adore ça. Donc c'est bien. Alors voilà. Bella, les bons gestes. Oui, alors Sonia, rappelle-moi à l'ordre, tu as tout à fait raison. Principalement, vous l'avez compris, hein, si 80% de l'impact environnemental a lieu lors de la première étape extraction de fabrication, bien évidemment, on va s'emparer du sujet, on va dire on va allonger la durée de vie de notre matériel. Ce qu'il faut savoir, c'est que par exemple dans le cas des entreprises, vous l'avez peut-être pas en tête, hein, mais en gros un laptop va avoir une durée de vie à peu près de 4 à 5 ans, c'est pas mal quand même, mais la durée de vie globale en 30 ans a été divisée par 3. Donc c'est-à-dire qu'on commence légèrement à rallonger, parce qu'on commence à avoir compris, notamment dans les grandes entreprises, les grands comptes plutôt. Mais par contre, il faut voir sur les 30 années précédentes. Donc ça, c'est important d'avoir un peu en perspective. Un smartphone, malheureusement, c'est entre 18 et 24 mois. C'est rien, quoi. C'est-à-dire, on l'a tout de suite, tout juste fabriqué, qu'il est déjà ailleurs. Moi, j'ai le mien depuis 3 ans et demi et j'en suis très fière. Oui, et mes filles me poussent à changer, mais je leur dis, mais non, il n'en est pas question. Voilà. En fait, c'est un peu comme... bravo, en tout cas. Ouais. Mais la sensation qu'on peut avoir sur la durée de vie d'un smartphone, c'est comme un savon. Vous le prenez dans la main et pof, il glisse et il tombe ailleurs. C'est aussi rapide que ça par rapport au cycle de vie global, par rapport à tout l'impact que ça a. Donc, vraiment allonger la durée de vie. Alors, c'est facile à dire et c'est très difficile à faire. Nous, on peut passer des heures à parler de comment allonger la durée du matériel. Donc là, on se reverra si vous avez envie. Mais en tout cas, là, je ne peux pas vous donner de détails. Mais c'est vraiment pas du tout facile à faire. Ce qu'il faut, c'est peut-être privilégier ce qu'on peut appeler le réemploi. C'est-à-dire que si on veut allonger la durée de vie du matériel, le réemploi, c'est imaginer qu'il y a une deuxième vie, éventuellement une troisième vie. Donc on va faire en sorte de réaffecter en interne aussi. On va préparer au réemploi, donc faire un deal avec, par exemple, une économie sociale et solidaire qui va être ravie de récupérer un parc de matériel et qui va pouvoir s'en occuper pour faire en sorte de le reconditionner et autres. Oui, et on l'a vu ce matin, Bella, une des entreprises, je ne me souviens plus qui c'était, qui avait décidé de n'acheter pour ses salariés que du matériel reconditionné. Moi, je dis grand bravo. Oui, c'est absolument parfait. C'est la meilleure chose. Je ne sais plus qui c'est. C'est la meilleure chose à faire. C'est vraiment un des premiers gestes. Hiérarchiquement parlant, c'est le premier. Donc le matériel d'occasion, donc reconditionné. Alors les ordinateurs éco-labellisés, ça je ne sais pas ce que c'est. Alors éco-labellisés, qui connaît des labels IT, des labels uniquement éco-responsables IT? Alors je vais vous en citer 3 principalement. Et si vous vous intéressez à l'achat neuf, privilégiez éventuellement les écolabels. Alors l'avantage, c'est qu'il n'y en a pas 36 000 dans ce rayon-là. C'est extrêmement spécialisé. Donc il y en a 3 principalement. Vous avez le label TCO, vous avez le label EPEAT, E-P-E-A-T, pardon. Il est là.
Et puis, vous avez aussi donc là c'est la version Gold parce que vous avez des niveaux, enfin bref, mais retenez EPIT. Et puis Blue Angel, donc celui-là c'est celui qu'on a retenu. Alors la difficulté c'est qu'effectivement vous avez un surcoût très souvent. Il ne faut pas s'étonner, hein. C'est un peu comme si on mangeait bio, quoi. Après vous avez des labels qui vont être le bio de Carrefour, enfin vous voyez les échelles, quoi. Mais c'est vrai que ça a souvent un surcoût, hein. Mais c'est très important, si on veut vraiment acheter neuf, de décider d'acheter écolabellisé. Voilà. Et puis, alors ça va un peu dans le sens aussi de l'investissement responsable, hein. C'est vraiment parler aux parties prenantes de manière vraiment responsable du bout en bout de la chaîne, et notamment rajouter des clauses environnementales dans les appels d'offres produits et services. On peut passer la suite. Encore d'autres bonnes pratiques. Voilà. Après, vous avez effectivement l'alimentation, notamment du SI, hein, du système d'information de la boîte, si ce n'est de la boîte elle-même. Hein, c'est encore mieux. Hein, mais là, on y va mollo. Mais sinon, alors, quand on dit alimenter avec de l'énergie renouvelable, warning, hein, attention. C'est pas. Je vais revenir sur ma petite précision de tout à l'heure. Il s'agit bien évidemment de l'énergie primaire. Alors, je vous donne un exemple. J'ai le droit de citer des marques, oui, on n'est pas à la télé. Hein. Engie, par exemple, vous fait des promotions sur l'énergie renouvelable. Alors, je suis désolée si vous êtes chez Engie, mais enfin, c'est tant pis pour vous. Nous fait des promotions, alors c'est sympathique comme tout, il n'y a pas de problème. Hein. Le week-end, vous avez de l'énergie verte, machin, on ne sait pas d'où elle sort, etc. Bon, ça, c'est pas de l'énergie primaire, c'est de l'énergie renouvelable éventuellement via des certificats, via de la compensation, etc. Ce que nous on appelle énergie primaire, c'est vraiment, on veut savoir d'où vient le jus, quoi, pour être exact. Hein. Donc vous en avez une en particulier, vous en avez même plusieurs, mais il y en a une qui est vraiment en haut de la chaîne, qui s'appelle Enercop, par exemple, et qui peut vous fournir en énergie renouvelable primaire. Ensuite, la politique des mises en veille. Alors là, je parle de mise en veille prolongée. Je ne parle pas de la petite veille comme ça. Hein. Je parle de la mise en veille prolongée. Elle a deux qualités particulières. C'est que d'une part, c'est la quasi-extinction, l'énergie prolongée. Donc, on dépense quasiment rien. Donc ça, c'est super. Et le deuxième bénéfice, c'est qu'on récupère tout. C'est-à-dire que si on avait suffisamment de RAM et de mémoire de stockage, on récupère tout, y compris le moindre onglet ouvert. Donc ça, c'est parfait. Ce qui est fondamental à nos yeux en particulier, notamment par rapport à notre activité, c'est effectivement, en tout cas chez Point de Mire et chez Mire Conseil, c'est effectivement de nommer un référent. Ça ne veut pas dire forcément quelqu'un qui sait tout sur le sujet du Green IT, mais quelqu'un qui va être un peu branché sur le sujet, qui est très curieux, qui va vouloir peut-être se former, bien sûr, mais voilà, qui a envie de faire des trucs et qui se dit bah tiens, ouais, moi c'est un sujet qui m'intéresse et ça me plairait bien en fait de faire un peu boule de neige comme ça et j'ai envie d'être référent, voilà. Donc j'ai envie d'être référent Green IT et puis après il va pouvoir proposer des sensibilisations auprès des collaborateurs, il va pouvoir faire un certain nombre d'animations, d'actions et autres. Et puis bon, s'il peut avoir un peu de temps dans le cadre de son ETP, c'est encore mieux. Et idéalement, définir un tout petit budget. Mais ce n'est pas quelque chose forcément qui coûte. Au pire, c'est un effet neutre et ça peut être bénéficiaire aussi. Puisque, par exemple, il y a des entreprises qui... nous, on n'a pas souvent la possibilité de les nommer, hein, parce que ça reste vraiment dans un truc un peu confidentiel. Mais on a une grande entreprise avec laquelle on a eu l'occasion de travailler et qui a généré vraiment de gros... qui a vraiment économisé de grosses sommes, hein, pour dire les choses. Notamment grâce à sa politique d'impression et grâce à l'extinction des feux le soir et le week-end. Voilà. Alors pour résumer et pour donner un peu des guidelines un peu précises, par où on commence, comment on fait, comment on s'organise pour faire une feuille de route au niveau de l'entreprise, au niveau des startups qui sont là, comment elles font? En fait, je vais bien la slide juste, alors, sans être trop formel, hein, mais effectivement, vous avez ce qu'on peut appeler un PNR. Hein, donc, un PNR, c'est un projet donc, numérique responsable. Vous pouvez vous inspirer du label numérique responsable qui vient d'être créé il y a 1 an et demi à peu près, qui est porté par l'agence Lucie, qui porte un certain nombre de labels, notamment RSE. Il se trouve que nous, on est formateurs chez Lucie sur le label numérique responsable, donc on est très content de travailler avec cette agence-là.
Et on propose donc des guidelines, justement, on propose des étapes. La principale, le truc le plus important au départ, c'est vraiment d'avoir une espèce de révélation. Et s'il y a une personne dans l'entreprise, alors idéalement, il vaut mieux le N+1, enfin voilà, la personne vachement haut placée, mais peu importe, on s'en fout. L'essentiel, c'est d'être vraiment complètement imprégné de la chose et avoir envie de faire bouger les choses. Donc l'engagement, effectivement, il faut qu'il soit suffisamment clair et de mettre en place juste un petit groupe de travail en disant, voilà, on va discuter entre collègues sur ça, parce que moi, ça me branche, moi, ça m'intéresse. Après, effectivement, il faut auditer l'existant, il faut savoir quel est l'état des lieux, savoir comment on va faire, quelles seraient les règles en interne, combien on consomme, etc. C'est important de monter ce qu'on appelle un tableau de bord, mais dans tout type de projet comme ça. Hein. Et puis ensuite, on va pouvoir se baser sur une échelle de maturité, on va regarder un peu à droite à gauche, on va se benchmarker. Il y a de la littérature sur le sujet, alors nous on est là pour vous donner plein d'infos là-dessus si vous voulez. On va se benchmarker pour voir, alors vous avez deux types de... Alors vous avez un benchmark et un baromètre actuellement. Un benchmark alors qui date de 2018, mais c'est pas grave, qui était fait sur les grands groupes, mais qui est tout aussi valable, qui a été fait vraiment avec ACV multicritères, analyse de cycle de vie multicritères. Donc ça, vous pouvez toujours l'avoir, et vous pouvez avoir le lien sur le site du WWF qui l'a piloté. Donc vous avez vraiment des cartographies, qu'est-ce que consomme par exemple un utilisateur en numérique par jour. Typiquement, il consomme l'équivalent d'une vingtaine de kilomètres en voiture, l'équivalent de 9 packs de 5 litres, etc., des choses comme ça, une cinquantaine d'ampoules, vous avez des équivalences comme ça. Et puis vous avez tout dernièrement, très tout frais, un baromètre qui vous indique, alors ça c'est plutôt PME ou entreprise intermédiaire, donc ça peut vous intéresser sans doute, et qui est une cartographie, alors c'est pas lié à des mesures, mais c'est lié à un questionnaire qui a été fait. Et là, vous avez la cartographie de ce qui se fait en entreprise en moyenne. Donc, par exemple, on sait qu'il n'y a que un quart, 25%, un quart des entreprises qui ne connaissent pas la réglementation sur la fin de vie, par exemple, alors que c'est une obligation. Donc, on en déduit que 3/4 des entreprises de petite taille ne savent pas quoi faire de leurs déchets électroniques. C'est un exemple. Incroyable. Quand Béla m'a dit ça, je suis tombée par terre. Ouais. C'est un manque d'information. Après, un truc à connaître. C'est un manque d'information, mais si vous jetez un œil sur le baromètre qui a été fait par l'Alliance Green IT, AGIT, vous l'avez, il est dans le téléchargement public sur leur site, vous pourrez voir que vous avez tout ce qui est comment les entreprises se situent par rapport à un numérique plus responsable. Voilà. Et après, il y a des préconisations qui sont faites pour entrer un petit peu plus dans le détail, quoi. Voilà. Merci beaucoup, Béla. Je vous en prie. Je t'en prie. Il y a une... voilà. Alors, avec Béla, on voulait vraiment avoir vos impressions, vos questions. Et voilà, n'hésitez pas. Le micro est là. Bonjour, moi j'avais deux questions. La première, c'est est-ce qu'il y a malgré tout pas des services sur nos mobiles qui ont des effets positifs sur le déplacement en réduisant la production de CO2 ? Est-ce qu'il n'y a pas des choses qu'on peut équilibrer comme ça ? Et la deuxième, c'est est-ce qu'il y a des fournisseurs de cloud qui sont estampillés green ? Parce que là, on parle des laptops, mais l'essentiel de la consommation est peut-être centré sur les machines, les serveurs qui opèrent les services qui, pour la plupart, sont en SaaS autour de la table. Alors, je réponds directement, peut-être ? Ouais, vas-y. Alors, il y a deux questions très intéressantes. Je vais commencer par la dernière, parce que sinon, je ne vais pas m'en souvenir. En fait, contrairement à ce qu'on pense, les data centers sont beaucoup plus efficients énergétiquement. Donc, ils ont fait de grands progrès sur les dernières 5-6 années. Donc, c'est pas ceux qui consomment le plus d'énergie. En fait, ceux qui consomment le plus d'énergie, c'est notre terminal et via sa fabrication. Mais, ceci dit, ça n'empêche pas que vous avez raison, ça consomme. C'est pas parce que c'est mieux que ça consomme pas. Mais ça consomme un petit peu de manière plus frugale. Bon. Ceci étant, alors au niveau des clouds eux-mêmes, alors des grands groupes, en tout cas des grosses boîtes
Je ne veux pas en citer une plus qu'une autre, parce que ça, c'est pas vraiment possible, il n'y a pas vraiment de préférence. En revanche, je peux citer un service, ou en tout cas une entreprise, qui a vraiment, qui fait la différence parmi d'autres, mais qui est de taille assez réduite, hein, mais qui s'appelle Infomaniac, par exemple. Donc là, je ne vais pas parler de gros trucs, hein, mais Infomaniac, par exemple, qui se situe en Suisse, a vraiment une politique éco-responsable à tous les niveaux, et qui, en plus, est alimenté d'énergie primaire renouvelable, donc ça, c'est très important. Et puis, vous avez des services afférents à Infomaniac, donc je vous propose d'utiliser si vous en avez l'occasion. C'est par exemple, si vous utilisez des services du type WeTransfer, si c'est pas à l'intérieur de vos entreprises, hein, mais si c'est par rapport à un service extérieur type WeTransfer, moi je vous propose de switcher très facilement. Vous avez les mêmes propositions avec le service de transfert d'Infomaniac, justement, qui va être beaucoup plus vert, pour reprendre le terme usité, et qui s'appelle Swiss Transfer. Alors, chaque fois, j'ai l'impression de mettre de l'argent en Suisse, mais non. Voilà. Jusqu'à 50 gigas gratuitement, donc allez-y gaiement. Alors, c'est pas parce que c'est gratuit que ça ne coûte pas à la planète, j'insiste. Ça ne nous coûte rien, mais c'est pas pour autant gratuit. Mais voilà, ça n'est pas, en tout cas, il n'y a pas de coût particulier par rapport aux clients. Et d'autre part, vous avez aussi le service qui s'appelle CanMeet, qui est comment faire des visioconférences gratuitement, un peu plus vertueusement, alors pas quand on est très nombreux, mais qui peut remplacer facilement un gros Zoom. Quand on a 15 personnes, on n'est pas obligé de prendre des gros Zooms et alimenter toujours la même boîte qui a explosé en termes de marché. Et puis pour répondre, alors c'était juste une petite remarque donc par rapport à un service en particulier, et pour répondre à votre question, est-ce qu'il n'y a pas des solutions qui effectivement seraient bénéfiques, ce qu'on appelle finalement le Green by IT, ou l'IT for Green, hein, ça c'était l'ancienne terminologie. Alors j'ai eu une discussion avec un type de l'ADEME ce matin, justement dans le cadre d'un groupe de travail, et je lui ai redit à chaque fois ma question, à savoir, est-ce qu'il est possible finalement de mesurer l'impact positif de ce type de solution? Et en fait, il n'y a aucune étude sérieuse qui peut dire que cette solution en elle-même rend l'opération bénéficiaire entre son impact à elle et son effet qui serait éventuellement positif. Donc, très, très honnêtement, et ça a été confirmé aussi par Françoise Berthoud du CNRS, qui dirige un groupe Eco-Info sur cette question de numérique responsable. Donc c'est vraiment, vraiment quelqu'un d'extrêmement sérieux. Je vous conseille de lire tout ce qu'elle a pu publier. Elle a dit que si on est vraiment sérieux, c'est difficile de dire que c'est good au sens strict, parce qu'il n'y a pas assez de mesures. Voilà. Alors c'est une réponse un peu mitigée, je le reconnais, mais en tout cas pour l'instant, moi je ne saurais dire, avec toutes mes lectures, que le Green by IT est pour l'instant positif. Ça le sera peut-être plus tard. En ce qui concerne le cloud, il y a une petite société qui démarre, qui est basée à Metz en Moselle, et qui commence à proposer des services cloud sur la base de serveurs qui sont installés dans les halls d'immeubles et qui sont alimentés en énergie fatale, j'imagine. En énergie renouvelable, et la chaleur dégagée via des pompes à chaleur sert à chauffer l'immeuble en question. Donc, il y a notamment une société qui s'appelle Tresorio qui cherche des financements à l'heure actuelle. Donc si vous avez quelques moyens, c'est le moment de vous précipiter. Alors ça me fait penser, merci beaucoup de compléter. Merci Patrice. Ça me fait penser à une chose qui est intéressante mais qui est extrêmement marginale encore. C'est un petit peu différent, mais c'est dans la même idée. C'est effectivement, vous savez, on a souvent parlé de l'énergie fatale, c'est-à-dire de l'énergie des data centers qui servirait à chauffer d'autres trucs. Alors c'est typiquement l'exemple qu'on prend très souvent, c'est comment échauffer la piscine de la butte aux Cailles, par exemple, pour ceux qui sont parisiens. Voilà. Ouais. Alors il n'y a pas que ça, mais il y a une partie, voilà. Et puis bon, souvent on dit ouais, mais c'est pas grave, les data centers, ils vont nous permettre de nous chauffer tous en fait. Bon, en fait, il y a deux initiatives qui ont été intéressantes par rapport à ça, mais qui sont pas la panacée, puis qui restent assez marginales. C'est Steamergy, qui justement effectivement utilise la chaleur fatale de certains data centers pour faire de la chaleur, pour générer de la chaleur et donc chauffer autre chose. Et puis la société Carnot,
Carnot Computing, qui effectivement utilise des terminaux comme radiateurs en quelque sorte et qui a même équipé des appartements via les HLM ou autres certaines habitations. C'est pour ça que votre remarque me fait penser à ça, entre autres. Ils viennent de passer un contrat avec AWS pour pouvoir être distribués de façon un peu plus générale. Intéressant. D'autres questions? Ouais. Guibert? Voilà. D'abord, juste une réflexion. En vous écoutant, j'ai l'impression de lire le livre L'âge des low-tech. Désolé, il y a un petit héritage qui reste. Et la deuxième chose, je voulais voir ce que vous pensiez de l'initiative Fairphone et de voir si vous aviez connaissance de la même chose de façon étendue. Donc, on sait que ça adresse les smartphones, mais est-ce qu'il y a des initiatives similaires pour l'IT au sens large? Super question, merci beaucoup. C'est vrai que je n'ai pas du tout évoqué le Fairphone, mais on manque de temps. Mais Fairphone, effectivement, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore le produit en question, c'est un téléphone donc, de type smartphone qui a eu une version 1, une version 2 et actuellement une version 3. Et il a la particularité... Alors, il est le fondateur de Fairphone et travaillait dans une ONG au départ, donc qui ensuite s'est modifié au profit d'une entreprise d'économie sociale et solidaire à Amsterdam, donc en Hollande. Et cette particularité... Enfin, ce produit a deux particularités. C'est-à-dire qu'il est plus modulaire que les autres, c'est-à-dire qu'en fait, donc il est plus facilement réparable. On peut, par exemple, changer la caméra très facilement. Ma collègue chez Point de Mire a un Fairphone, sa caméra, l'appareil photo était en panne, elle l'a commandé, elle l'a reçu, elle l'a mis. Donc elle n'est pas technicienne pour un sou pour autant. Ça lui plairait pas que je lui dise ça, mais c'est vrai. Mais donc facile. Elle a cassé son écran, comme 80% des réparations de téléphone, vous savez, ce sont les écrans. Donc elle a réparé son écran pareil, elle l'a commandé, elle a enlevé celui qui était cassé, elle a mis un nouveau. C'est pas comme un iPhone où on galère pour aller chercher les vis, les trucs. Il faut commander le kit de tournevis. Enfin, c'est extrêmement compliqué. Donc, il a cette particularité d'être plus modulaire et d'être extrêmement réparable. Ça, c'est une chose. Donc, c'est une grande qualité par rapport à nos appareils actuels. Et deuxièmement, ce qui est très important, on n'a pas beaucoup insisté là-dessus parce que c'était pas le sujet réellement, mais ce qui est important, c'est qu'ils ont la prétention, et ils le font dans la réalité, c'est de contrôler la supply chain. À savoir que vous savez que dans un téléphone portable, vous avez une cinquantaine, enfin un smartphone, pas une ancienne génération, vous avez une cinquantaine de métaux. Alors vous avez plastique et tout le reste, mais vous avez 50 métaux. C'est eux qui posent des problèmes plus précisément. Fairphone a décidé de se mettre en ligne de mire une dizaine de métaux et de dire voilà, nous on attaque sur les quelques années à venir sur 10 métaux précisément, alors qui sont en effet plutôt critiques. On va aller chercher des mines plus responsables, on va aller chercher des parties prenantes plus responsables sur ces questions-là. Et donc, ils ont réussi à contrôler 4 à 5 métaux sur leur liste. C'est loin d'être la panacée, mais n'empêche que c'est vachement mieux que les autres. Voilà. Donc, ils travaillent avec de l'or Fairtrade, par exemple. Ils ont décidé d'enlever le tantal. Donc, il n'y a plus de tantal dans le Fairphone 3. Il est substitué par, pour l'instant, mystère, je n'ai pas la réponse. Je les connais bien, mais ils ne m'ont pas encore répondu. Mais n'empêche que voilà, donc ils ont le souci de travailler avec des mines. Alors, une mine responsable, est-ce bien raisonnable de dire ça? Est-ce que ça existe? Pas vraiment, mais en tout cas, on peut trouver moins pire. Et c'est ce qu'ils ont trouvé en RDC, c'est ce qu'ils ont trouvé au Pérou, et c'est ce qu'ils cherchent un petit peu partout. Donc, c'est une excellente initiative, mais comme l'indiquait le premier slogan de Fairphone que j'ai absolument adoré, c'était « N'achetez surtout pas un Fairphone. Gardez celui que vous avez s'il est fonctionnel ». Et je trouvais que c'était une bien jolie phrase. Mais c'est une magnifique initiative. Ce sont des gens super bien. Le téléphone reste cher, mais beaucoup moins cher que certains téléphones dont on connaît les marques et les modèles. Mais voilà. Et puis alors, il y a aussi le modèle, on peut rajouter une couche d'économie de fonctionnalité. Nous, on travaille avec Common, qui est une coopérative et qui loue du Fairphone. Donc là, c'est la totale. C'est-à-dire qu'on a le modèle économique qui va avec, le côté donc coopératif, et puis le côté ça revient donc en boucle. Donc pour la fin de vie, c'est très bien. Et puis, on n'est plus propriétaire, on loue tout simplement. Donc on travaille sur le service et non plus sur la propriété de l'objet.
C'est une excellente initiative, mais voilà, gardez celui que vous avez pour l'instant et puis passez à l'action quand vous avez envie. Merci beaucoup pour la question en tout cas. Oui, Elodie ? Oui, est-ce qu'elle va dans le bon sens ? Qu'est-ce qu'elle apporte concrètement à l'échelle des entreprises ? Alors, elle va tout à fait dans le bon sens. C'est notamment l'article... Alors, elle va dans le bon sens pour plein de raisons, mais pour en sélectionner une, c'est son article 13, qui va obliger les fournisseurs d'accès à type SFR, Orange, enfin, bon, bref, tous les fournisseurs qu'on connaît, à afficher en fait l'équivalent CO2 notamment, ce qu'on dirait vulgairement l'impact carbone, donc de nos données. Donc là, ils sont en train de se mettre d'accord afin d'appliquer la loi. Ils sont en train de se mettre d'accord, fournisseurs plus l'ADEME, qui est là pour leur donner un coup de main pour mesurer, savoir ce que va représenter 1 giga de données, quel va être son facteur d'émission. Donc 1 giga de données, ça va être égal à X équivalent CO2. Voilà. Donc ça va tout à fait dans le bon sens. On a aussi l'application très prochaine de l'indice de réparabilité et l'indice est encore plus lointain, l'indice de durabilité, qui va nous indiquer, effectivement, il va y avoir un petit affichage, un peu genre frigo, ABCDE ou des choses comme ça, et qui va nous indiquer à quel point un appareil va être plus réparable qu'un autre. Alors je ne sais pas comment vont faire les fournisseurs qui n'ont pas l'habitude de s'intéresser à cette question. Là, ça va être mystère et boule de gomme. Mais en tout cas, ça va carrément dans le bon sens et il faut qu'on se réjouisse de plein de lois qu'on a en France et notamment la loi Hamon. Alors, on a un peu oublié Monsieur Hamon, mais enfin, sauf pour ceux qui connaissent plutôt ce qu'il fait de plus près. Mais la loi Hamon qui a fait quand même la loi punissant l'obsolescence dite programmée. Alors l'obsolescence programmée, c'est un des sujets, c'est pas du tout le seul. Moi, je parle d'obsolescence au sens large parce qu'il y a plein de raisons. Il y a plein de choses qui sont facteurs d'obsolescence. Mais la loi Hamon, punissant l'obsolescence programmée, on est les seuls à l'avoir. Hein. La France est la seule à avoir une loi de ce type-là. On est très en avance sur ces lois-là. De même que l'Europe, par exemple, nous a apporté énormément par rapport à la question de la fin de vie des D3E, la directive D3E, transcrite en droit français, plein de choses, hein, la loi Ross, hein, pour lutter contre les substances dangereuses, les limiter. Il y a beaucoup de choses, la directive éco-design, c'est-à-dire éco-conception, qui a limité aussi, qui a indiqué aux fabricants de ne pas aller au-delà de certaines consommations en watts, par exemple, et des choses comme ça. Donc on a un panel de réglementation. En termes de loi, on est bon. Hein. On est bon. Après, il faut les appliquer. C'est ça le problème. Ouais. Il faut les appliquer. Ouais. Les connaître aussi. Et le citoyen devrait aussi les connaître un peu d'une manière simple mais efficace, quoi. Et la collecte, par exemple, dont je parlais tout à l'heure, la collecte, je ne sais plus si j'en ai parlé ce matin ou avec vous. Alors là, je suis désolée, je confonds mes discours. Hein. Mais la collecte qui fait défaut en France et en Europe, et pourtant... Alors, elle fait défaut et pourtant, on a une super loi et on a un super cadre réglementaire et on a une infrastructure qui est là. Donc, il y a un petit problème de sensibilisation et puis d'avoir un peu... il faut peut-être avoir moins la flemme de faire des trucs. On est un peu... voilà. Il faut qu'on s'empare tellement de sujets en même temps, le numérique étant une seule chose et on a tout le reste. J'ai une question à vous poser, moi. Je peux ? À moins qu'il y ait une autre question... Vous avez d'autres questions, peut-être ? Je ne veux pas être un peu... Oui, j'ai une question. Oui. On a ici un certain nombre de start-up, donc des petites sociétés, qui, je crois, sont très sensibles au sujet, même si elles ne savent pas... C'est bien. On l'a vu ce matin. Même si elles ne savent pas par quel bout le prendre. À titre indicatif, sans que ce soit un engagement, combien coûte un audit dans une société d'une centaine de personnes ? Alors, je ne peux pas vous le dire comme ça, parce que ça dépend du consultant et de la personne qui va œuvrer. Mais un ordre de grandeur, je ne vous demande pas... Je ne peux pas vous dire de chiffres. Mais c'est quelques milliers d'euros, clairement. D'accord. Voilà, il faut prendre le temps. Il faut surtout avoir... Alors, pour que l'audit soit, on va dire, autour de 10 000 euros ou un truc comme ça. Okay. Ça peut être beaucoup moins à partir du moment où on a beaucoup d'informations qui sont données. C'est-à-dire qu'en fait, il faut qu'on ait des équipes en face
qui puisse nous donner les informations. Et c'est ça le plus dur, et c'est ça qui fait perdre du temps. Si on va à la pêche et qu'on est obligé de soutirer, entre guillemets, les informations parce qu'on n'a pas la possibilité, c'est ça qui va alourdir la chose. Mais ça peut être moindre, honnêtement. Alors déjà, voilà. Après, c'est le moment, effectivement, le plus important, c'est quand on fait vraiment l'audit, la mesure et l'état des lieux, quoi. Ok. Merci. Mais je suis ravie qu'il y ait cet intérêt parce que de toute façon, je ne vois pas comment on peut faire du numérique autrement que plus durable pour être pérenne, c'est clair. Après, c'est vrai que c'est super difficile quand on est dans ce milieu-là de se dire, moi je veux faire quelque chose dans le numérique, j'aime ça, c'est mon métier, mon cœur de métier, c'est là que je suis bon ou bonne. Mais je vois qu'il y a toutes ces contraintes. Mais non, je pense que c'est tout à fait faisable. Avec des contraintes, on arrive à faire des miracles. Donc moi, j'en suis persuadée. Et par ailleurs, j'avais juste une question à vous poser. À votre avis, qu'est-ce qui est mieux ? À mon avis, la question, en fait, c'est une question naïve, hein, mais c'est de provocation aussi peut-être. Qu'est-ce qui vaut mieux, être végétarien ou moins streamé ? Alors, vous avez mangé de la viande à midi ? Être végétarien, lever la main. Ou moins faire de streaming à la maison, machin. Moins streamer, je crois qu'ils ont compris, Béla. Hein. Je pense que c'est bon. Ah ben non, mais le pire, c'est que c'est d'être végétarien, les amis. Donc rassurez-vous. Et oui, c'était le piège de la soirée. Non, en fait, non, c'est pour vous rassurer quelque part aussi. Donc c'est pour inverser le sujet. C'est-à-dire que moi, je suis toujours là pour en rajouter une couche et pour dire, voilà, c'est impactant, vous l'avez compris, j'ai pas été non plus très légère. En revanche, je sors un peu du truc et il faut pas oublier de mettre en perspective le numérique. C'est pas le numérique qui est le plus impactant dans la vie, on le sait. En revanche, on le sait dans le sens où effectivement, il vaut mieux décider d'être végétarien, vous serez beaucoup moins impactant en étant végétarien, c'est pas un conseil que je vous donne, c'est juste une réalité, que effectivement de streamer. On est moins impactant quand on stream que quand on mange de la viande tous les jours, clairement. En revanche, moi je vous conseille de faire les deux en même temps. C'est-à-dire, vous arrêtez de manger de la viande et vous allez moins streamer. Non mais voilà, tout ça c'est une boutade, mais ce que je voulais dire, c'est qu'il ne faut pas oublier, c'est pour vous rassurer un peu quelque part, c'est que si vous avez effectivement une activité dans le numérique, il ne faut pas faire haro sur le numérique d'un coup, quoi. La question, c'est d'être hyper conscient que ce n'est pas durable de continuer comme ça, c'est clair. Ce qu'il faut retenir, c'est les fameux... Effectivement, si on aime bien retenir les équivalents CO2, c'est de retenir les 4%, c'est 2 fois plus que l'aviation, c'est quand même vachement spectaculaire. Quand même. Mais en revanche, 4%, c'est pas grand-chose par rapport au transport, par rapport au bâtiment, par rapport à l'agriculture, etc. C'est pour ça que je fais le joke avec le végétarien, le fait d'être vegan. Hein, voilà. Donc, il faut mettre en perspective. Voilà. Et... encore une fois, l'histoire de on est 2 fois plus impactant que l'aviation, ça fait réfléchir tout simplement. Mais il y a plein d'autres. En fait, de toute façon, il faut repartir de là avec un panier, enfin un sac à dos plein de bonnes intentions, parce que le numérique c'est une chose et puis il y a tout le reste, quoi. Et c'est énorme, mais bon, on est là aussi pour faire des belles choses dans la vie. Sinon, je vois pas ce qu'on est en train de faire. Enfin. Exactement. Moi, c'est ça qui me motive, donc je sais pas. Ouais, merci Béla. Tu n'étais pas là ce matin, mais dans le sondage qui a été fait auprès des employés des sociétés qui sont là et de nos entreprises de Sophie West, une des premières choses que les employés ont demandé, c'est d'avoir un numérique plus responsable. Génial. Donc l'intention est là. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à. Je regrette de ne pas avoir été là ce matin parce que je faisais autre chose, mais je suis ravie de cet état de fait. Super. Voilà, on reste sur cette belle intention. Ouais. Merci beaucoup. Courage pour vos initiatives, si vous en avez dans ce cadre-là, en tout cas. Puis n'hésitez pas à nous poser des questions éventuellement. Merci beaucoup, Béla. Merci.